écoutez Lux Radio, il est 12h15. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Les rendez-vous de l'immobilier. Il est question aujourd'hui des statuts fonciers en droit marocain. Pour nous éclairer à ce sujet, Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy4, est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Kautal, bonjour Dunia, bonjour à tous. Avant de vous laisser la parole, Donia, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir et poser leurs questions sur l'application Lux Radio. Alors, je rappelle bien évidemment que ces dernières semaines, avec vous, Mohamed Lazim, nous avons abordé les soulaliyet, le statut mulk la semaine dernière. Et puis, donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet, on va dire, d'un point de vue plus global, plus général, les statuts fonciers au Maroc. Alors, quels sont-ils? Quels sont justement les différents statuts fonciers qui existent actuellement? Alors, Dunia, c'est qu'au Maroc, on distingue principalement cinq statuts fonciers. Donc il y a les terres collectives, ce qu'on a vu la dernière fois, Aradil Soulaliya ou bien Aradil Jama'at ou bien Aradil Jumo. Il y a le deuxième statut, c'est les terres guiches. D'accord. Il y a aussi les terres habous. Il y a les immeubles domaniaux possédés par l'État. Dans ce cadre, on a le domaine public et le domaine privé de l'État. Et finalement, on a la propriété privée. Voilà, il y a aussi le statut mulk. Donc, voilà. Je vais préciser ça. Le mulk, c'est pas un statut, c'est un régime. D'accord. Alors, les statuts, voilà les statuts. Et au Maroc, on a deux régimes. Oui, on a le régime. Dualité, oui, on en parlait. C'est un régime, c'est pas un statut. Oui, il y a le régime traditionnel. C'est le régime traditionnel avec les musulman. Avec la hadoul, etc. Exactement. Et là, on a le régime moderne, c'est le régime de l'immatriculation foncière. Parce avec les notaires, etc. Voilà. Parce que comme cet amalgame, je le vois aussi sur Internet, et même sur certains médias, les gens, ils parlent d'un statut je l'ai fait, moi aussi. Voilà, statut milk. Non, les statuts fonciers, voilà les statuts. Le régime milk, ou bien le régime moderne, ce sont des régimes. D'accord. Et tous ces statuts-là peuvent faire l'objet soit du régime milk, soit du régime moderne. En tout cas, merci pour la précision, c'est important, vous venez de le dire, de ne pas faire l'amalgame. Alors, lorsque nous parlions aussi récemment donc des terres collectives, vous disiez que parmi les caractéristiques, il y a notamment leur aspect inaliénable. J'en profite pour revenir là-dessus. Est-ce que c'est le cas dans n'importe quelle situation? Alors, en principe, les terres collectives sont inaliénables. Mais il existe des exceptions à ce principe. L'exception qui confirme la règle. Qui confirme la règle. Mais ce sont des exceptions qui n'arrivent pas assez souvent, mais parfois. C'est-à-dire alors, je vais expliquer. La première exception, c'est que, en vertu d'un texte de 1950, l'État peut acquérir les terres collectives à l'amiable. Bien sûr, cette acquisition doit être passée par le conseil de Nouab Jma'a avant de la valider par le conseil de tutelle. C'est-à-dire que l'État peut acquérir les terres collectives. Ça, c'est la première exception. La deuxième exception, c'est dans le cas de l'expropriation pour utilité publique. C'est-à-dire, si on veut appliquer l'expropriation pour une utilité publique, ça veut dire dans le cas d'une voie, d'un espace public. Faire une école, par exemple? Une école, exactement. Donc, on peut appliquer l'expropriation. Ça veut dire c'est une deuxième exception des terres collectives. Et il y a une troisième exception. En fait, c'est que dans le cadre de la réforme agraire, le Code des investissements agricoles de 1969, alors il stipule que les terres collectives qui se trouvent dans le périmètre irrigué peuvent se transformer en propriété privée indivise, ça veut dire milkiya al-shiya. Mais à condition que les lots de ce partage ont une superficie supérieure à 5 hectares. Ça veut dire on peut céder des terrains, mais dans le cadre de la réforme agraire, c'est de 1959. Ça, ce sont les trois exceptions qu'on trouve dans le cadre des terres collectives. À part ces exceptions-là, les terres collectives sont inaliénables. D'accord, alors très bien, merci pour la précision. Rappelons, il y a plusieurs statuts fonciers au Maroc. Les terres guiches, comment les définir? C'est quoi précisément? Alors, les terres guiches, ça vient du mot jeish. Qui signifie, pour ceux qui ne parlent pas arabe? Jeish, ça veut dire l'armée. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est que en contrepartie de la participation de certaines tribus dans certaines guerres, l'État reconnaît à la tribu, ça veut dire, quand on parle de la tribu, ça veut dire la collectivité ethnique, le jama'a. Donc, en contrepartie de leur participation dans les guerres, donc l'État reconnaît à la tribu un droit de jouissance à titre collectif. D'accord.
ça ne veut pas dire l'indivision. Ça veut dire que le droit d'exploitation, ou bien le droit de jouissance, relève de la collectivité ethnique. Très bien. Mais la terre, la nue propriété, c'est-à-dire milkiyat raqaba, reste dans le patrimoine de l'État. D'accord. C'est ça la différence. Dans les terres collectives, la terre appartient à la collectivité ethnique. Et le droit de jouissance appartient aux ayants droit. Par contre, aux terres guiches, la terre appartient à l'État. D'accord, donc c'est important. C'est très important. Et est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques? Alors, pour les terres guiches, c'est que la première caractéristique, c'est que les terres sont inaliénables. On ne peut pas les vendre. Est-ce qu'il y a des exceptions? J'en profite pour vous le demander tout de suite. Alors, oui, il y a des exceptions. Je rajoute également une deuxième caractéristique avant de passer aux exceptions. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont imprescriptibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas acquérir les terres guiches par une prescription acquisitive ou extinctive. Ça veut dire taqadum. Pour revenir à ta question, Dounia, concernant les exceptions, donc il y a deux exceptions. La première exception, c'est que, en vertu d'un texte de 1950, l'État peut acquérir les terres guiches, au même titre que les terres collectives, sauf bien sûr que cette acquisition doit être passée par le conseil, toujours par le conseil de Nouab Jema'a. Toujours très réglementé. Voilà, avant de la soumettre au conseil de tutelle. Le conseil de tutelle, c'est comme on a vu la dernière fois, donc il y a le ministère de l'Intérieur, c'est le président, il y a l'ADAR, c'est le secrétaire général, et il y a le ministère de l'Agriculture comme membre. La deuxième exception, c'est l'expropriation pour utilité publique. En fait, c'est les mêmes conditions d'exception que pour les terres collectives. Je rajoute une chose, Dounia, c'est que pour les terres guiches, comme Guiche Loudaya, les gens ils considèrent que le Guiche Loudaya c'est une terre guiche. Non, c'est une terre guiche concédée. Alors le mot concédé, donc c'est une appellation de la doctrine. Terre guiche concédée, ça veut dire ce sont des terres guiches qui sont devenues des terres collectives. Je vais expliquer. En fait, c'est que les terres guiches au Maroc, ils sont des terres très fertiles. Et le protectorat, à l'époque, il a voulu bénéficier de cette fertilité-là. Donc, il a proposé un montage assez intelligent. Donc, avant d'expliquer le montage, je rappelle que dans le cadre des terres guiches, la terre appartient à l'État. Et les ayants droit. Ce qui veut dire éventuellement que tout ce qui est issu de cette terre, l'exploitation, appartient aussi à la tribu. Voilà. Mais la terre appartient à l'État. Okay. La nue propriété appartient à l'État. Alors le protectorat, qu'est-ce qu'il a pour bénéficier de cette fertilité? Qu'est-ce qu'il a proposé? Donc il a proposé à ce qu'il cède la nue propriété à la tribu en contrepartie à ce que la collectivité cède le droit de jouissance au protectorat. Ils vont faire un échange. Okay. Voilà. Et aujourd'hui, on a entre 80 et 85% des terres guiches sont devenues des terres guiches concédées. Et le statut de terre guiche concédée, c'est un statut qui ressemble au statut des terres collectives. Ça veut dire que les terres guiches concédées sont devenues des terres collectives. Et l'exemple de Guiche Loudaya, voilà, ça c'est pour précision. Et pour vous dire que si on trouve une terre guiche au Maroc, il faut vérifier. Est-ce que c'est une terre guiche concédée ou bien c'est une terre guiche tout court? En tout cas, c'est important de le préciser. Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. On l'a bien compris avec vous. Le foncier au Maroc, c'est complexe, c'est rigide, c'est très diversifié. Prenons le cas à présent des terres habous. Alors, si je ne me trompe pas, il en existe 3. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, les terres habous, le habas, ce qu'on a l'habas. Donc, c'est que en vertu de l'article 1 du Code Waqf, les biens habous sont des biens immeubles qui sont placés en dehors du commerce, ça veut dire qu'on ne peut pas les vendre, mais qui sont affectés à perpétuité ou bien temporaire à des œuvres pieuses, charitables, sociales ou privées. Je signale ici, c'est que les biens habous sont constitués soit par un contrat, soit par legs, ou soit par la force de la loi, et qui peuvent prendre plusieurs formes, les terres habous. Et justement, quelles sont ces formes? Alors pour les formes, il y a 3 formes. La première forme, c'est ce qu'on appelle habous public, c'est le waqf al-am.
Donc, ce sont des immeubles affectés directement et sans restriction, comme je viens de dire, à une œuvre pieuse, charitable ou sociable, et qui sont gérés par le ministère des Habous à travers les Nadir. Les Nadir, ce sont qui représentent les délégués du ministère des Habous. Donc, le Habous public, il comprend également ce qu'on appelle les Habous Zawiya. Donc, ce sont des habous qui sont constitués au profit des confréries. Par exemple, Zawiya al-Bouchishiya, Zawiya al-Darqawiya. Donc, ça appartient au habous public. Sauf que ces confréries-là sont gérées par le Muqaddam de la Zawiya, sous le contrôle, bien sûr, du Nadi al-Waqf. Donc, ça, c'est le habous public, le Waqf al-Am. La deuxième forme, c'est le habous privé, ce qu'on appelle le Waqf al-Khas. Alors, c'est lorsque le constituant limite la jouissance au profit des descendants du constituant dans la limite de 3 générations. Et le habous privé, il est géré par le bénéficiaire avec un droit, bien sûr, de regard du ministère des Habous. Mais, à l'extinction des bénéficiaires du habous privé, le habous privé, il tombe dans le habous public. C'est-à-dire que le bénéficiaire du habous privé, quand il décède, donc le habous privé tombe dans le habous privé. Basculer de l'un à l'autre. La troisième forme, c'est le habous en commun. C'est-à-dire il y a un mixage entre le public et le privé. Bah oui, pour simplifier les choses, bien évidemment. Donc c'est lorsque le constituant a immobilisé une partie du bien à un habous public, par exemple une mosquée, un cimetière, et l'autre partie à l'une partie de ses descendants. Voilà. Alors passons à un autre statut à présent. Vous en parliez, les immeubles domaniaux possédés par l'État. Alors c'est quoi? Alors, en fait, c'est que les biens de l'administration sont composés de biens qui relèvent du domaine public et ceux qui relèvent du domaine privé de l'État. D'accord. Donc, le milk al-am ou le milk al-khas al-dawla. Domaine public et domaine privé de l'État. Alors, domaine public, c'est quoi? Donc, il comprend il comprend d'une façon générale le patrimoine de l'État, mais affecté à tout le monde. Par exemple, les barrages, les routes, les voiries, les espaces, les rivages de mer, les espaces verts. Donc, c'est du patrimoine de l'État, mais affecté à tout le monde. D'accord. Ça, c'est le domaine public. En bénéficier. Voilà. Le domaine privé de l'État, donc il relève du patrimoine de l'État, mais il n'est pas affecté à tout le monde. En fait, c'est que les ministères, voilà, les communes, les agences urbaines, ils ont un patrimoine, ils ont des équipements. Et ces équipements-là, ils peuvent les vendre, ils peuvent les louer, ils peuvent les commercialiser. Donc, c'est du domaine public, mais il n'est pas affecté à tout le monde. Donc, et le domaine public, on ne peut pas le vendre. Le domaine privé de l'État, on peut le vendre. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment la distinction principale entre domaine privé et domaine public. Voilà. OK. Le dernier statut, à présent, vous le disiez tout à l'heure dans votre présentation, c'est la propriété privée. Votre définition. Voilà. Donc, la propriété privée, donc, le milk al-khassa. Donc, chacun de nous, il a le droit d'acheter une maison, un terrain. Donc ça, c'est ce qui est, on va dire, donc à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde. Donc, bref, c'est un statut qui confère à toute personne le droit d'utiliser, de jouir ou bien de disposer d'une manière. C'est plus simple. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Au moins, ça fait pas mal à la tête. Exactement. Sauf qu'au Maroc, il y a encore des exceptions? Non. Alors, la propriété privée, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez le vendre, vous pouvez le louer, vous pouvez le démolir. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, c'est un statut qui est très, très connu par tout le monde. Voilà. D'accord. Alors, d'après votre expérience, Mohamed Lazim, justement, quels sont les obstacles qui entravent la mobilisation du foncier? Est-ce qu'il y a urgence à harmoniser, à rendre plus flexibles les textes, justement, pour répondre aux besoins, aux exigences des acquéreurs? Alors, Dounia, c'est une très grande question. Non, j'imagine, c'est pour ça que je la pose. On n'aura pas le temps d'y répondre complètement, mais bon, juste quelques éléments. Alors, Dounia, le foncier, c'est un élément très important qui peut accélérer et qui peut, en même temps, entraver, ralentir le développement économique du pays. En fait, c'est que, pour moi, l'obstacle le principal, c'est le dualisme du régime foncier.
Oui, c'est vrai. En fait, c'est que au Maroc, comme on vient de dire, il y a deux régimes. Il y a le régime traditionnel qui est le régime Milk, qui est inspiré du droit musulman, et le régime d'immatriculation foncière. En fait, ce dualisme-là, il pose un problème devant le développement du foncier, de par le fait que le régime Milk représente un obstacle à la mobilisation du foncier. Et quand on voit la superficie du foncier qui rentre dans le cadre du régime Milk, on trouve environ 7 millions d'hectares. C'est plus de 70% de la surface agricole C'est énorme. utile. Donc on s'aperçoit de l'ampleur des dommages qu'il occasionne ce régime à l'économie nationale. Ça, Oui, et c'est le puis premier- cette dualité aussi laisse donc le champ libre à l'interprétation. Exactement, et beaucoup de problèmes et beaucoup de litiges aux tribunaux. Donc c'est contre l'économie. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est le morcellement excessif. Au Maroc, on a un morcellement trop excessif et environ 60% du foncier au Maroc ne dépasse pas 3 hectares. Plus de 63% ne dépasse pas 3 hectares. Donc, il y a un problème de morcellement excessif. Et le dernier obstacle, c'est le faible taux d'immatriculation. Au Maroc, on a 15%, seulement Ouais. 15% du taux d'immatriculation. Ça veut dire que sur l'ensemble du Maroc, seulement les 15% du foncier au Maroc sont immatriculés. Oui, donc Et il y a ça, encore du travail. Il y a beaucoup encore de du pain travail, sur la beaucoup de planche. travail, Dunia. Merci beaucoup en tout cas, Je vous Mohamed en prie. Lazim. Je rappelle que vous êtes expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il était question des statuts fonciers au Maroc. Vous pouvez bien sûr écouter cette interview dès ce soir en podcast sur l'application Lux Radio et on vous retrouve la semaine prochaine.